Ready, go! La mobilette solaire, c'est ça, un speed bike. Un speed bike, c'est un vélo électrique beaucoup plus puissant qu'un vélo à assistance électrique classique, qui se rapproche vraiment de son ancêtre, la mobilette. Comme son ancêtre, le Peugeot 103, on a 2 chevaux et ça peut prendre 45 km/h. Donc je l'appelle mobilette parce qu'on est vraiment sur des performances équivalentes, et solaire, puisque je la destine à être rechargée systématiquement sur mon installation photovoltaïque de ma ferme autonome. Donc pour la blague, on pourrait appeler ça une mobilette nucléaire si on la rechargeait que sur l'électricité du réseau. Mais vous avez compris le concept. On en reparle après. Salut à vous, j'espère que ça va. Sujet énergétique aujourd'hui, comme vous le savez, un sujet crucial quand on est dans une démarche d'autonomie ou de résilience. Quelques chiffres pour commencer. Les plus grosses parts de dépenses énergétiques pour le français moyen aujourd'hui, c'est le transport et le logement. Ça représente à peu près 1500 € chacun en moyenne. Concernant le transport, c'est quasiment 1000 € par an pour le citadin et le double pour le rural. C'est des moyennes bien sûr, et puis chacun pourra faire son petit calcul individuel. Donc 2000 € par an pour des ruraux comme nous, ça peut faire vite une somme, ça représente donc plus d'un mois de salaire. Et essayer de travailler sur ce domaine-là pour faire des économies, premièrement, va déjà offrir un levier intéressant pour financer autre chose. Alors, ça peut être compliqué de s'organiser autrement en essayant de réduire la facture énergétique, mais les 1000 € ou 2000 € de carburant par an, bon, au-delà des préoccupations écologiques, etc., c'est déjà 2/3 de taxes et de fiscalité, et encore une fois, un gros budget. Alors des alternatives existent, sachant que aujourd'hui, le français moyen fait moins de 15 bornes pour aller travailler. Donc c'est des distances aujourd'hui qui peuvent être facilement atteignables avec des véhicules alternatifs ou des véhicules intermédiaires. Et j'aimerais qu'on parle beaucoup des véhicules intermédiaires une prochaine fois. Tout ce qui est vélo mobile, vélo voiture et autres inventions futuristes, pas encore suffisamment développées. Mais ce qui est déjà bien développé, c'est tous les 2 roues à assistance électrique ou carrément électrique. Donc aujourd'hui, on va parler des cyclos électriques, et tout particulièrement donc du cyclo solaire que j'utilise et que je teste depuis un petit moment. Alors là, on verra un exemple de matériel. Ça ne veut pas dire que c'est le meilleur, mais comme d'habitude, ça permet de parler de cette thématique tout en voyant un peu les avantages inconvénients de ce type d'outils. Voilà, donc le vélo mécanique normal ou le vélo électrique pourrait suffire, mais c'est vrai que dès qu'on va atteindre un chargement d'un certain poids, dès qu'on va atteindre une certaine distance, tout de suite on va remplacer le vélo par la voiture. Et c'est dommage parce que finalement il y a toute une flotte de véhicules qui existent en véhicules intermédiaires ou en 2 roues électriques qui vont faire le lien entre le vélo et la voiture et qui peuvent avoir leur place. Pour des raisons législatives aujourd'hui, malheureusement, le vélo à assistance électrique il est bridé à 25 à l'heure. Dès qu'on va arriver à 25, le moteur va s'éteindre et il est bridé à 250 watts, ce qui est aussi ridicule. Bon, c'est comme si on était 3 ou 4 cyclistes à pédaler en même temps, mais c'est clair que ça va pas être suffisant. Dès qu'il va y avoir un petit peu de dénivelé, un peu de chargement, ça va pas le faire. D'où l'intérêt des véhicules intermédiaires ou des 2 roues électriques plus puissants. Voilà, donc finalement à l'usage, le cyclomoteur électrique va être clairement l'équivalent du cyclomoteur thermique classique. D'ailleurs, on a eu la chance d'avoir cette mobilette avec la maison. Donc si une MBK Club Jazz intéresse l'un d'entre vous, n'hésitez pas à me faire une offre en commentaire ou par mail. Mon mail est en description. J'hésite à la vendre ou à la retaper. Mais bon, maintenant que j'ai le cyclo électrique, j'y réfléchis encore. Ce qui va vraiment différencier le thermique de l'électrique et ce qui va être vraiment le gros avantage du thermique sur l'électrique, bien sûr, c'est quand même l'autonomie. Là, avec un réservoir d'essence, c'est sûr qu'on va faire 100 bornes, 200 bornes minimum. Là où avec l'électrique, on sera vraiment contraint de la recharger quasiment quotidiennement pour être sûr de pouvoir faire son trajet quotidien, son aller-retour quotidien, si on en a besoin. Après, à côté de ça, on a les mêmes désavantages, les mêmes inconvénients du 2 roues. On est quand même exposé aux accidents de la voie publique, on est quand même exposé à la météo, donc ça sera vraiment l'équivalent. On va pas aller plus vite, dans tous les cas, on est bridé à 45 à l'heure avec la réglementation. Un inconvénient aussi du thermique par rapport à l'électrique,
Il y a aussi le bruit, qui est quand même quelque chose d'important. Ça pourrait être un détail, mais voilà, j'en connais qui ont eu le droit à des courses-poursuites pendant le confinement il y a quelques années, parce qu'ils faisaient des petites balades en deux roues dans les périodes où on devait rester rester confiné. Ils se reconnaîtront. Donc petite course-poursuite avec la gendarmerie, parce que le deux roues thermique, on l'entend de loin, là où un moyen de transport électrique va être très très silencieux. Après, il y a toujours bien sûr la question de l'autonomie énergétique. C'est pour ça, par exemple, que j'ai acheté une tronçonneuse électrique pour faire mon bois à la maison et pas une tronçonneuse thermique. Après, au niveau du coût de revient, bien sûr, le thermique a encore une fois un mauvais point. Là, on va être à 4 euros, 5 euros d'essence les 100 km environ, sans compter l'huile, sans compter l'usure, sans compter les pièces, les filtres, bougies, etc. C'est des frais qui s'ajoutent, des frais minimes, mais qui vont s'ajouter. Et également du temps de travail, là où on gagne du temps avec un moteur électrique, où on aura beaucoup moins évidemment d'entretien. Donc il y a du bon et du mauvais des deux côtés, entre le thermique et l'électrique. Mais pour mon usage, je dois reconnaître que finalement, l'électrique peut être vraiment intéressant pour des petits trajets qui nécessitent pas la voiture, parce que je vais être tout seul. Je vais pas avoir un gros chargement, et donc tout ce que je pourrais faire avec un cyclo en 50 cc thermique, désormais maintenant je peux le faire avec un cyclo électrique et avec une énergie gratuite que je produis sur ma propriété. En cas de pénurie d'essence, en cas même de restriction, avec une énergie gratuite que je produis à la maison, c'est-à-dire avec le photovoltaïque, je pourrais toujours me déplacer et j'aurais pas besoin de me fournir en produits pétroliers à l'extérieur. Voilà. Mais en tout cas, cette petite MBK a quand même une bonne bouille. C'est vrai que c'est un sujet qui m'intéresse pas mal parce que réduire nos besoins en carburant, c'est augmenter notre résilience, réduire notre dépendance, bien sûr, comme dans plein d'autres domaines, parce qu'on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Et donc demain, s'il y a des restrictions, du rationnement, une limitation de la consommation individuelle, des rationnements pour des raisons de guerre, des restrictions pour des raisons climatique ou de restriction de liberté, ou même tout simplement de l'inflation sur le carburant, de la raréfaction des ressources. On ne sait pas trop ce qui nous pend au nez, mais si demain, grâce à une énergie gratuite solaire, je peux continuer à me déplacer dans la campagne aux alentours pour continuer à échanger des biens, des services ou aller chercher de la nourriture, aller voir du monde, etc. C'est quand même une carte de plus à mon jeu. Donc après, est-ce que l'électrification c'est la panacée et est-ce que c'est l'outil magique pour tout le monde ? Pas forcément, parce que ça va dépendre des usages de chacun et des besoins de chacun. Par exemple, c'est vrai que 40% des gens qui ont moins de 1 km à faire pour aller au travail utilisent quand même la voiture. Ça paraît bizarre, mais dans les faits, peut-être qu'il y a des artisans qui ont beaucoup de matos à transporter, peut-être qu'il y a des personnes handicapées, etc., etc. C'est vrai que quand je vais travailler, ça m'arrive des fois d'aller faire du remplacement à 3/4 d'heure, 1 heure de voiture. Donc là, c'est sûr, je vais pas pouvoir y aller en vélo électrique. Il y a plein d'autres moments de l'année, plein d'autres moments de vie ou plein d'autres petits trajets qui vont être parfaitement faisables à vélo. Avec un moyen de charge, avec une petite remorque ou un panier sur le porte-bagages. Même un peu de bois, c'est bon, ça y va. Permet de transporter suffisamment ce dont j'ai besoin sans que forcément j'ai eu besoin d'utiliser la voiture. Mais là pour l'anecdote, je viens de faire 1/4 d'heure aller, 1/4 d'heure retour pour aller au village. J'ai dans mon sac à dos une batterie de bagnole et quelques courses, donc un trajet qui typiquement serait fait traditionnellement en voiture. Là petit à petit, plus je peux en faire en vélo, mieux c'est. Je vais sûrement me construire une bonne remorque à vélo pour plus tard. Alors pour parler un petit peu de ce modèle là, le F26, c'est histoire de vous donner un ordre d'idée encore une fois, est-ce que c'est le meilleur? Pas forcément. Est-ce que ça sera le plus adapté à votre usage? Pas forcément. Ce sera à vous de comparer tout ce qui existe sur le marché. En l'occurrence, donc là on est sur un VTT à assistance électrique qui fait cyclo de type fat bike, donc c'est-à-dire avec des gros pneus qui font 4 pouces, ça fait un peu plus de 10 cm de large. Donc des gros pneus crantés, basse pression, on est vraiment sur un type de tout-terrain, le fat bike qui va passer partout, dans la boue, sur la neige, dans l'herbe, le sable pour le bord de mer, etc. Là, du coup c'est hyper polyvalent, mais là où il va un peu pêcher, ça va être du coup sur la route. On n'est pas sur des pneus vraiment routiers. Et si vous destinez votre speed bike, votre mobilette électrique à un usage 100% routier ou 90% routier, il vaudra mieux partir sur un modèle clairement à pneus plutôt plus routiers. Voilà. Après, ce qui est quand même intéressant avec ce type de modèle, c'est que ça ressemble encore à un VTT. Il y a beaucoup d'autres cyclos qui ressemblent vraiment à de vrais cyclos, donc qui ressemblent à une mini-moto, qui ressemble à une mobilette, qui ressemble à un Solex, qui ressemble à un scooter.
Et là, le doute sera pas permis, on sera vraiment en face d'un cyclo. Avec un modèle comme ça qui a une tête de VTT, voilà, ça sera un petit peu plus discret et vous ressemblerez à un vélo assistance électrique. Cette marque-là, ils ont un autre modèle beaucoup moins cher, je crois que c'est le C29 ou quelque chose comme ça, et qui ressemble vraiment à un VTT assistance électrique normal, un vélo électrique normal, avec un seul moteur à l'arrière et une batterie posée sur le cadre, et c'est un modèle vraiment d'entrée de gamme à 800 balles, qui a les mêmes caractéristiques de puissance que celui-ci, si ma mémoire est bonne. Alors par contre, un œil averti remarquera un petit détail qui va pas tromper, c'est la présence de deux moteurs. Vous voyez qu'on a deux moteurs, un moteur dans chaque roue, et ça clairement, on va déjà quand on s'y connaît un petit peu, on sait qu'on va dépasser la puissance d'un vélo assistance électrique normal. Là, on a deux moteurs de 750 watts, là où, je le rappelle, un vélo assistance électrique homologué, sans permis, un vélo électrique normal, la puissance max légale, donc c'est 250 watts pour 25 km/h, et c'est bridé. Là, on a deux moteurs de 750 watts, ce qui fait que si vous allumez les deux moteurs, un en propulsion, un en traction, on arrive à 1500 watts, donc 6 fois la puissance d'un vélo électrique classique. Donc 1500 watts, c'est l'équivalent de 2 chevaux, comme une mobilette d'il y a une cinquantaine d'années, quoi. Donc par rapport à un vélo, c'est hyper puissant, par rapport à un 2 roues, un cyclo moderne, une 50, qui va faire 4-5 chevaux, la puissance légale dans cette catégorie, bon, on n'y est pas. Le fait d'avoir deux moteurs, là, vous allez avoir un couple vraiment intéressant, surtout que le moteur avant est débrayable. Si on veut préserver la batterie, rouler simplement à un rythme de croisière sans aller faire du cross, faire fonctionner simplement le moteur arrière suffit largement. On a un petit switch ici qui permet de passer de 1 à 2 moteurs. Et clairement, d'avoir deux moteurs, ça va pas permettre d'aller plus vite. Ça va permettre simplement d'avoir plus de couple, et particulièrement dans les côtes, par exemple, ou en tout terrain, dans la terre, etc., ou au démarrage. Clairement, ça fait la différence quand faut un petit peu gratter, quoi. Dans tous les cas, dans tout ce qui est donc cyclo-électrique comme ça, j'aurais vraiment tendance, moi, à vous conseiller, si vous passez le cap, de prendre un modèle qui reste sur base de VTT assistance électrique, enfin qui reste sur base de vélo électrique, donc c'est-à-dire toujours avec un pédalier. Et voilà, à mon avis, ça sera toujours plus intéressant qu'un cyclo d'une même catégorie, d'un même budget, sans pédalier, avec juste batterie et moteur, comme les scooters électriques, etc. Là, l'avantage d'un système à pédale, comme les premières mobylettes d'ailleurs, ça permet de pédaler pour se lancer, ça permet même de l'utiliser en mode assistance, de toujours pédaler comme un vélo électrique. Déjà pour économiser les batteries si vous le souhaitez, continuer à faire du sport comme avec un vélo électrique. Et puis surtout, moi je vois toujours le mode backup. Le jour où vous êtes en panne de batterie, alors soit il y a une panne électronique, soit vous êtes tout simplement batterie déchargée, et ben on aura toujours le pédalier pour rentrer. Alors c'est vrai que c'est hyper lourd, et c'est pas fait pour rouler sans assistance, parce que clairement les 40 kg de vélo vous le sentez quand faut pédaler. Mais bon, en petite vitesse ça le fait. Donc c'est un peu comme comme une mobilette à pédale, ou un Solex, s'il y a plus d'essence ou que le moteur est coupé, on peut quand même pédaler, on peut quand même rentrer à la maison. Donc on peut aussi l'utiliser simplement en mode moto H24, juste en jouant sur la manette des gaz pour accélérer et ne plus du tout pédaler. Mais là bien sûr la durée de vie de la batterie va s'en ressentir, quoi. La batterie va partir très très vite. J'ai testé pour vous et j'arrive à faire on va dire 40 bornes. Bon, c'est assez vallonné par chez nous. 40 bornes grand max si vraiment on pédale pas du tout, quoi. En pédalant un peu avec un niveau d'assistance modéré. Surtout si vous utilisez un seul moteur, ça va diviser par 2 la consommation. Là, la durée de vie va être un petit peu plus longue et ouais, peut-être qu'on pourra faire 60-70 bornes. Mais si on tape dedans, qu'on pédale pas du tout, surtout dans les montées, etc., si vous n'aidez pas les moteurs, c'est sûr que là, la batterie va vite partir. On va peut-être même faire 20 bornes ou 30 bornes seulement avec la batterie chargée. Donc une autonomie ridicule par rapport au thermique, c'est sûr. C'est un peu la limite du système, hein. C'est comme les voitures électriques par rapport à l'équivalent en diesel, il n'y a pas photo niveau autonomie. La batterie se retrouve par en dessous, je vais faire assez simple parce que c'est toujours un peu la même chose. La batterie en dessous, le port de charge ici. On peut charger la batterie, qu'elle soit dans l'engin ou non. Des freins à disque hydraulique, donc ça freine quand même plutôt bien. On a un feu
qui vaut ce qu'il vaut, qui éclaire pas forcément ni très puissamment ni bien droit, mais qui a le mérite d'exister. Alors pour ce type d'engin, donc en L1E, donc équivalent 50, aux yeux de la loi, ce qui est important à dire, c'est qu'aux yeux de la loi, c'est la même catégorie, donc en L1E, que vous soyez sur une 50, sur un scooter, ou que vous soyez sur un speed bike. Donc maximum 50 cm3 en thermique, 4000 watts en électrique. Ça doit être bridé à 45. Déjà, la plaque, une carte grise, une assurance. Bon, la carte grise est pas très chère, mais voilà, avant 2011, il n'y avait pas à avoir de carte grise pour les 50. Maintenant, voilà, c'est carte grise, assurance. Les feux, bien sûr, feu stop. Il faut avoir un rétroviseur gauche qui, vous voyez, est absent. Donc si le constructeur, si Duos veut faire homologuer ces engins pour la France, va falloir les améliorer. Là, en l'état, il sera réservé à un usage sur terrain privé ou pour une situation dégradée sans foi ni loi. Mais en tout cas, voilà, là, en l'état, ça va être compliqué, sans certificat de conformité, pour pas dire impossible, d'obtenir une carte grise, de pouvoir le faire assurer, etc. Au niveau réglementaire, vu qu'on est sur un cyclo, sur équivalent 50 cm3 ou 50 cm3 thermique, qu'on soit électrique ou thermique, encore une fois c'est pareil, ça veut dire le casque, ça veut dire les gants, ça veut dire le permis AM, l'ancien BSR, permis AM si vous êtes né après 87. Donc c'est un gros problème par rapport au budget de ce type d'engin, puisque je m'explique. Les équivalents, les speed bikes qui sont aujourd'hui mis sur le marché et que vous pouvez acheter de manière homologuée avec carte grise, etc. Coûte un bras. C'est au moins 3-4 000 euros. Les scooters électriques, les speed bikes comme ça, les cyclos de cette catégorie-là, ça coûte vraiment un bras. Donc par rapport au thermique, ça va être assez compliqué de l'amortir. Par contre, des modèles comme ça, chinois, que vous pouvez commander en ligne et que vous recevez chez vous directement, coûtent le prix d'un vélo électrique. Voilà, pour le prix d'un vélo assistance électrique, Decathlon ou autre, ou même de marques asiatiques comme ça, vous pouvez avoir des speed bikes beaucoup plus puissants pour vraiment le même budget, quoi. Là, on est à seulement un peu plus de 1000 balles. Et encore une fois, cette marque-là, ils ont leur modèle d'entrée de gamme à un seul moteur, avec un cadre beaucoup plus simple, à 800 euros et quelques. Donc vraiment, pour le prix d'un vélo électrique, vous pouvez avoir une mobilette, vraiment, qui fait 2 chevaux, qui peut porter 150 kg conducteur et porte-bagages, et qui peut faire des dizaines de bornes, selon l'autonomie de la batterie, pour des petits trajets quotidiens. Donc c'est en soi le système, le matos est hyper intéressant, un moyen de transport intermédiaire du futur, sans pétrole. Mais en l'état actuel des choses, compte tenu de la législation, des cahiers des charges de sécurité, de la réglementation, etc., c'est un frein, je trouve, au développement de ce type d'engin. Avec quelques heures de soleil, on va pouvoir recharger une mobilette qui ne demande pas plus d'énergie et pas un plus gros budget qu'un vélo électrique. Ça ne demande pas plus cher d'avoir une vraie mobilette qu'un vélo qui est bridé à 25 à l'heure, quoi. Donc la réglementation bloque un petit peu les choses. Et encore une fois, avec une batterie de voiture électrique, on pourrait faire 100 deux roues comme ça. Et donc déplacer 100 personnes au lieu de 4. C'est inspirant, je trouve. On pourrait faire énormément de choses avec ce genre de truc. Bloqué entre deux eaux. Parce que de mon côté, c'est clair que j'ai pas envie de payer 3-4 000 euros pour une mobilette électrique homologuée. Je préfère rester sur du thermique, avoir une vieille mobilette à 500 balles et voilà, avec les 3500 euros d'économiser, je peux faire le plein quelques fois quand même. Jusqu'à la fin de la vie de la mobilette sans doute, surtout si elle consomme 3 ou 4 litres au 100, j'ai de quoi voir venir avec 3000 euros de budget carburant plutôt que d'acheter un cyclomoteur électrique. Là où des modèles comme ça, vraiment pas chers, pour le coup, autour de 1000 euros, on peut avoir quelque chose de vraiment sérieux qui tient la route, quoi, dans tous les sens du terme. Donc je suis assez épaté.
Alors, comment ça se passe pour recharger l'engin directement sur le solaire? Donc là, pour être totalement en autonomie et pour avoir de l'énergie gratuite. Donc ça va être assez simple, vous allez voir. Bon, j'ai pas branché les 10 panneaux, hein, rassurez-vous. 2 ou 3 panneaux suffiront. Donc là, j'en ai branché 3 en série pour alimenter la station tout en un, ce qui est plus pratique là, en l'occurrence, mais ça sera la même blague avec une station fait maison ou avec une installation faite maison, pour ensuite se brancher le chargeur fourni avec le 2 roues. L'inconvénient de cette méthode, c'est qu'on va avoir beaucoup de pertes. Vous allez voir que là, le chargeur tire 185 watts. Vous voyez, je suis même un petit peu déficitaire par rapport à l'ensoleillement là. Là, j'ai que 175 watts qui arrivent. Il faudrait que je sois au-dessus de 185 watts pour pas décharger cette batterie. Donc, il aura fallu que je charge à midi et pas en fin de journée. Sur ces 185 watts, finalement, qui sortent là du 230 volts, j'ai que, en sortie, 54,6 volts en courant continu x 2 ampères, 110 watts qui vont à la batterie, avec donc le chargeur fourni avec. On a beaucoup de pertes puisqu'on va là transformer le courant continu de la batterie au lithium en 230 volts alternatif, donc il y a des pertes au niveau de ce transfo. Et la deuxième transfo, on remet le 230 volts alternatif en courant continu. Donc ce qui fait au total, vous voyez, entre 185 watts ici et 110 watts ici, 75 watts qui sont perdus dans la nature. 75 watts de TVA. Donc la bonne idée, ce serait de se faire une installation avec un convertisseur de tension directement à la bonne tension que réclame la charge de cette batterie. Là, on limiterait grandement les pertes. Là, on est quasiment à 40% de pertes. Donc 40% de ce qui est produit ici vont pas arriver jusqu'au lithium. Mais cette solution est la plus simple techniquement et elle permet de ne pas avoir à racheter du matériel supplémentaire et d'utiliser directement le chargeur secteur fourni avec l'engin. Après, si l'ensoleillement est bon, les 3/4 de l'année, on va être largement bon pour approvisionner l'engin. Ah, voilà un petit brin de soleil avec 3 panneaux, donc c'est bon, on est dans le positif au niveau watts. Donc vous voyez que je produis plus que ce que je consomme. Là, avec juste 3 panneaux et cette station pas faite maison pour recharger la mobilette. Sur le solaire, ça va pas rallonger le temps de charge puisqu'on utilise le chargeur secteur comme si on se branchait sur une prise à la maison. On sera toujours de l'ordre de 8 à 9 heures de charge. Vous imaginez, hein, 110 watts pour une batterie qui fait plus de 800 Wh. Il faut au moins 8 heures, effectivement. Donc la bonne pratique, c'est vraiment de le recharger après chaque usage, pour éviter qu'il soit complètement à plat, toujours avoir le maximum de patates, toujours avoir le plein si besoin est, comme on fait avec un réservoir d'essence, toujours faire le plein à la moitié. Donc là pareil, tous les jours du coup, tous les matins, si vous vous en servez par exemple pour faire des trajets le soir et le matin pour aller au boulot ou pour aller faire vos courses, etc., la journée va devoir charger pendant que vous travaillez, pendant que vous bricolez, pendant que vous êtes sur l'exploitation ou autre. Voilà. Donc la solution solaire, énergie gratuite, mais il faut bien prendre en compte quand même la capacité de la batterie. Finalement, en quantité d'électricité, c'est vraiment infime. On va pas compter la capacité totale en euros, mais on va compter le temps de fonctionnement et ce qu'on tire en électricité réellement. Même si vous tirez 10 heures 185 watts, donc ça nous fait 1850 Wh, sachant que le kilowattheure, donc les 1000 Wh sont à 22 centimes encore, même si on compte 25 centimes. Le plein donc vous coûtera moins de 50 centimes. Il faudra ramener ça par rapport à l'autonomie du véhicule. Donc mettons 50 centimes pour 50 km de moyenne. Ça va nous faire donc du 1 centime du kilomètre. Donc 1 centime du kilomètre si vous achetez l'électricité. Et donc 0 € si vous avez du matériel et vous êtes en autonomie déjà photovoltaïque. Et que donc vous ne payez plus cette électricité qui viendra recharger la mobilette solaire. Si on fait la comparaison avec l'essence, évidemment c'est pas du tout la même échelle. 1 centime le kilomètre, ça nous fait donc 1 € les 100 km, là où avec une mobilette qui par exemple ferait du 2,5 litres au 100, avec l'essence à 1,80 €, ça fait 4,50 € les 100 km, donc un budget un peu supérieur, et ce sans compter l'huile, l'usure, etc. et les autres inconvénients du thermique, qui apportant lui aussi ses avantages.
Et voilà, j'espère que cette vidéo sur la mobilette solaire n'aura pas été trop longue. Mais bon, venant de moi, ça aurait été difficile de faire autrement. J'espère que ça a répondu un peu à toutes vos interrogations sur le sujet. Et voilà, que j'ai pu vous présenter au mieux les avantages d'un moyen de transport du futur, autonome, silencieux, propre, avec de l'énergie gratuite. Allez, prenez soin de vous, à très vite.